Comment passe-t-on de ça à ça? Les automotrices Régelis sont fabriquées dans l'usine CAF de Reichshoffen en Alsace, d'où partant de l'état de simple tôle, elles passent à celui de train prêt à transporter des voyageurs en 6 mois environ. Chacune des automotrices produites sur le site suit un parcours mûrement calibré dans différents ateliers spécialisés où leurs caisses sont d'abord mises en forme avant d'être équipées de diverses installations techniques ou destinées aux voyageurs. Peintes et enfin montées sur bogie. Elle s'élance alors sur la voie d'essai attenante à l'usine pour y subir toute une batterie de tests avant d'être livrées aux clients qui les ont commandés. La construction de la série Régelis, qui a été conçue sur place par le département d'ingénierie de l'usine, a commencé il y a une dizaine d'années. À l'heure actuelle, ce sont en moyenne 2 rames de ce type qui sont assemblées chaque mois et CAF France espère bien que de nouvelles commandes dans cette série de matériel lui seront passées pour que cette production perdure encore quelques années sur le site de Reichshoffen. Vous allez sans doute être assez surpris, comme je l'ai moi-même été, par le côté encore très artisanal de la construction des trains. Et si, contrairement à ce que l'on peut voir dans d'autres filières industrielles, pas ou peu de robots, la construction des Régelis fait appel à de très nombreuses étapes où l'intervention de mains humaines reste essentielle, faisant pratiquement de chacun de ces trains des pièces uniques. Première partie de cette visite dans ce nouveau numéro, une deuxième suivra, car comme vous allez vous en rendre compte, il y a beaucoup à dire et à montrer. Vous êtes prêts? Alors bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Prochain arrêt, Reichshoffenville. Reichshoffen est situé dans le Bas-Rhin, à une 50aine de kilomètres au nord-ouest de Strasbourg. C'est le berceau de l'entreprise de Dietrich, dont les origines remontent à 1684, avec la création dans la région de forges, dont les activités se transformeront au fil des siècles pour se spécialiser à partir de 1848 dans la construction de matériel ferroviaire et mécanique, créant sur place l'usine de Dietrich Ferroviaire qu'Alstom rachètera en 1995 avant de la céder au groupe espagnol CAF en août 2022 afin de pouvoir finaliser le rachat de son concurrent canadien Bombardier. Le site emploie à l'heure actuelle un peu moins de 1000 personnes, principalement occupées à la construction de trains de type Régelis, et s'apprête à accueillir une nouvelle chaîne de fabrication dédiée à celle de rames oxygène, prévue pour remplacer le matériel roulant vieillissant circulant sur les lignes intercités Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Toulouse. L'usine ayant été établie il y a plus d'un siècle et demi, il faut pour cela composer avec l'agencement des bâtiments dont certains sont d'époque, ce qui n'est pas nécessairement une mince affaire. La production se répartit ainsi dans plusieurs ateliers, par lesquels doivent passer chacun des éléments constituant ces rames, selon un balai millimétré. Le transfert d'un bâtiment à l'autre se faisant à l'aide de ponts transbordeurs, le plus souvent de nuit, pour limiter au maximum les interactions avec les autres activités en cours sur le site. Presque la totalité de la construction des rames est réalisée sur place. Seules quelques pièces sont sous-traitées, dont les bogies et les équipements électroniques liés à la signalisation et à la traction qui sont fournis à CAF par Alstom prémontés. Pour le reste, tout part de simples tôles d'acier et d'aluminium et de derrière ces rideaux. Donc tout ça, c'est les pièces de détail. Ça arrive dans des praticables, pièce par pièce. Et au fur et à mesure, on les prend et on les assemble pour faire déjà les traverses. Toutes les pièces là, on les récupère de notre fournisseur. Les pièces de détail, c'est notre fournisseur qui nous les ramène comme ça, il nous prépare les contenants. Et au fur et à mesure, on assemble, on soude, on redresse. Après, au fur et à mesure, elles rentrent dans les outillages. Là, vous voyez les différents éléments. Et puis, c'est assemblé au fur et à mesure. Donc parallèlement, vous travaillez sur plusieurs châssis en même temps? Ah oui, on a à peu près entre 18 et 20 effectivités différentes pour justement pouvoir continuer à alimenter la chaîne par la suite. Tous les 2 jours, il y a un châssis complet qui sort. Et à peu près entre 18 et 20 châssis différents dans l'atelier, en cours de fabrication. Qui sont soit des motrices, soit des voitures intermédiaires. Des motrices, des véhicules intermédiaires, des véhicules sécables.
On fait tous les types de châssis dans chaque mannequin. Là, vous avez les premiers éléments du châssis. Ouais. On a des pièces qui sont prêtes à partir à l'usinage. Et là, vous avez des pièces qui sont emballées, qui sont revenues de l'usinage. Là, vous voyez les différents mannequins d'assemblage où les opérateurs évoluent au fur et à mesure des pièces, hein, comme qu'on avance dans la chaîne. Intéressant dans cet atelier, c'est que tous les outillages sont montés sur des mannequins pivotants. Ça vous permet d'accéder à toutes les parties avec moins de difficultés en termes d'ergonomie. Vous pouvez monter et descendre la pièce, la tourner. Comme ça, le soudeur peut tout de suite choisir la bonne position de soudage pour être dans les meilleures conditions de travail. Donc on a à peu près 22 personnes qui travaillent dans cet atelier en 2x8. On a un temps de traversée de 39 jours, usinage compris. Ouais. C'est-à-dire quand vous commencez la première pièce, tout au bout de l'atelier, jusqu'à ce que le châssis soit terminé, on a à peu près 39 jours ouvrés de temps de passage. Ce que vous voyez dans le couloir, c'est des extrémités, donc c'est les deux parties extrêmes du châssis qui sont assemblées à des stades en amont. C'est typiquement les deux pièces que vous voyez après aux extrémités du châssis. Hein. Elles sont assemblées. Derrière vous, vous avez la partie centrale. Et après, ces trois gros morceaux sont assemblés ensemble pour finir tout ça. L'atelier est divisé en deux parties. Sur la partie droite, vous avez toutes les parties sous-ensemble, où on vient d'abord faire toutes les traverses, les tunnels, différentes étapes de fabrication, avant de passer du côté gauche, où on va assembler les grandes extrémités jusqu'à arriver à un produit final, comme vous voyez devant vous là. Les pièces sont livrées tous les soirs en bord de chaîne, en détail. On pourra voir des praticables un peu plus loin. Toutes ces traverses sont assemblées, une moyenne de 40 heures de travail à peu près par traverse. On en sort 5 par semaine. Ça part à l'usinage. Il y a des traverses qui sont usinées, elles reviennent. Une partie qui est mise en peinture. Et puis après, on passe au stade extrémité où on continue le fût de fabrication, quoi. Là, vous avez les deux dernières phases de fabrication du châssis. Ce que nous, on appelle le poste haut, poste bas. C'est le dernier poste de réception où on fait le contrôle final en termes de qualité demandée pour livrer notre client qui sera au chaudron. Un contrôle dimensionnel. Une fois qu'on a validé tout le process, qualité, dimension, le visuel, il part sur les rails dans l'atelier à côté. La particularité du châssis Regiolis, c'est qu'il est bimatière. Donc vous voyez les parties plus sombres là qui sont en acier et la partie centrale c'est de l'aluminium. Donc entre les brancards en acier et le platelage sur la partie centrale, on a une soudure par explosion qui est une spécificité du produit. Il nous permet d'alléger un petit peu aussi notre Regiolis pour gagner en poids et donc en consommation. Ce châssis étant terminé, il sera transféré le soir même dans l'atelier chaudronnerie qui se trouve dans un bâtiment juste en face de celui où il a été conçu. Ce ne sera là que le tout premier d'une longue série de déplacements qu'il aura à faire dans l'usine tout au long du processus de construction du véhicule qu'il sera amené à supporter. Pour cela, il sera doté de roues provisoires qui lui permettront déjà de faire ses premiers pas sur les rails. Un déplacement qui, autant que faire se peut, sera réalisé de nuit. On essaye de les faire la nuit pour avoir le moins de coactivité possible dans les ateliers, le temps du transfert. Ouais. Hein, donc vous imaginez bien que ce transborder-là, il va se placer devant la porte. Oui. On va pousser le châssis là-dessus, on va aller dans la porte en face et puis on va le livrer dans le bâtiment suivant. Bâtiment dans lequel on va aller voir tout de suite comment ce simple châssis va se voir transformé en chaudron. Nous voilà dans l'atelier du chaudron. Hein. C'est pareil, sur le côté droit, vous allez voir tous les sous-ensembles. Jusqu'à la cathédrale où on va réceptionner le châssis qu'on a vu tout à l'heure. Pour avoir, là vous avez la sortie de l'atelier de nouveau, parce que la chaîne elle est montée un petit peu en U. Sortie d'atelier, vous avez le même contrôle qu'on a fait sur le châssis, dimensionnel, qualité. Ce chaudron-là, il est prêt à partir en peinture. Donc la première étape, on va la voir un peu plus loin à droite, ce sera la fabrication des faces, oui. Donc sur les côtés du train. Hein, où
on fait tout l'assemblage en interne. La première étape, ça va être de prendre le tôlage sur des tables d'assemblage. On va mettre tous les éléments nécessaires pour fabriquer la face, le battant, les emboutis. Ils seront pointés, assemblés, soudés dans le robot que vous avez à droite là. Après, on fait la partie finition. Et après, on peut démarrer le stade chaudron, c'est-à-dire l'assemblage de la caisse en elle-même, au stade cathédrale. Donc là, vous pouvez observer les tables d'assemblage. Donc là, on est en cours d'assemblage d'une face. Oui. Alors, je ne sais pas si vous le voyez avec la caméra, mais on a une projection laser qui nous permet d'identifier l'emplacement de tous les éléments sur le tôlage, avec l'emplacement de où est-ce qu'on doit mettre notre point de soudure, pour pas qu'il vienne en interférence après dans le robot avec un cordon. Donc cette face, une fois qu'elle est assemblée, la table elle est mobile, elle rentre à l'intérieur et elle est soudée. D'après les programmes qu'on va lancer, on peut faire, c'est pareil qu'à côté, tout type de face, que ce soit des véhicules d'extrémité ou des véhicules intermédiaires. La table elle ressort du robot, on passe la face sur l'étape suivante où on va faire la finition et les soudures manuelles qui nous restent à faire. C'est des endroits qui ne sont pas accessibles par le robot, on le fait encore manuellement. Une fois que la face elle est terminée, elle ira sur son rack de stockage pour passer à l'étape suivante. Et le temps de passage là, dans le robot, à peu près 4 heures de soudure dans le robot, une vingtaine d'heures, assemblage, soudage compris. Donc la face qu'on a vue tout à l'heure, au stade d'assemblage, une fois qu'elle est soudée, on vient la mettre au stock sur ces grands racks de stockage. Ces faces-là, on va récupérer le châssis qu'on a reçu de l'atelier d'avant, on va le rentrer dans ce que nous on appelle la cathédrale. C'est le nom qu'on a donné aux mannequins. Parce que voilà, à l'époque, ils nous faisaient penser à une cathédrale, d'accord? On peut monter. Donc là, vous pouvez vraiment observer le démarrage de l'assemblage d'un chaudron. Donc vous avez le châssis sur la partie basse, celui qu'on a vu avant. Les deux faces qui sont déjà en place. Les barres que vous voyez au-dessus, c'est pour nous permettre de maintenir le bon écartement qu'on a besoin pour avoir un produit conforme. On va rajouter sur la partie là ce que nous on appelle un bout. C'est les extrémités du chaudron, d'accord? Et après on va venir poser le toit du train. Ce que nous on appelle un pavillon. Particularité, c'est que le pavillon il est en inox. Il est en inox, alors ça nous permet de mieux travailler notre résistance à la corrosion, évidemment. Donc voilà. Quand ce chaudron il est terminé, c'est pareil, tous les 2 jours, on démoule le chaudron, on sort la caisse, et elle passe alors sur la ligne finition à côté, vous voyez là-bas. Et sur toute la ligne finition, on a les 2 premières phases là, où on va rajouter plein d'éléments, des rails, des petits sabots, des choses comme ça, qui vont nous permettre d'assurer un montage au garnissage, pour mettre tout ce qui est bisserie à l'intérieur, etc. Donc c'est plein de petits éléments qu'on va rajouter sur toute la ligne finition, cadencé pour que tous les jours on arrive à avancer la voiture. On a dissocié un petit peu les éléments qu'on a besoin de mettre pour tenir notre cadence et de sortir un chaudron complet tous les 2 jours en bout de chaîne. À peu près 320 heures pour un véhicule d'extrémité. Il nous faut 9 jours de temps de passage dans l'atelier. À partir du moment où on commence, 9 jours plus tard, vous avez le chaudron qui sort et qui est prêt pour rentrer en peinture. Le chaudron, comme je disais avant, une fois qu'on l'a démoulé, on l'a ramené avec les faux bogies, avec le même transbordeur que tout à l'heure sur la ligne finition. Et là, on va rajouter tous les petits éléments que je vous ai dit tout à l'heure. On voit également un opérateur qui commence à faire des opérations de meulage. Donc on a un cordon de soudure qui est là. Le cordon de soudure, il est fait sur un robot sur la face d'avant. Et on vient araser le cordon de soudure pour avoir quelque chose de bien propre, sortie peinture. Donc voilà. Après ce stade-là, le chaudron, dans tout l'atelier, on va l'avancer sur les rails. Il va rentrer dans ce que nous on appelle la cabine de redressage, où on va redresser l'ensemble des faces et des extrémités pour avoir quelque chose de bien plan et qui soit conforme à ce qui est demandé par le client. On fait des opérations de sous-vide et du redressage structurel. Les opérations de sous-vide, on plaque
les plaques que vous voyez là sont mises sur l'extérieur et à l'intérieur, on vient faire des points de chauffe pour en fait sortir toute la tension de la tôle et de rendre le plus plan possible. Et après, vous avez la partie structurelle où, avec des règles, on contrôle l'alignement de tous les montants et on est obligé cette fois de rentrer des montants, de les sortir pour avoir quelque chose de bien conforme. Donc derrière vous, on sort le chaudron de la cabine de redressage. Il est redressé, il avance à l'étape suivante. Sur cette phase-là, vous voyez qu'on a des accès en toiture pour rajouter des éléments sur le pavillon. D'accord ? À l'étape suivante, on continue, on a des perçages à faire. On a des clous qui nous permettent de maintenir l'isolation sur le toit jusqu'à la dernière phase où on a vu le contrôle dimensionnel final avant livraison, quoi. Nouvelle phase de transformation pour le châssis devenu chaudron qui commence à sérieusement ressembler à un train, sa mise en peinture. Nous ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on reçoit tous les projets que tu as pu voir ce matin. Donc CBS, on va recevoir tous les projets ici. Donc que ce soit Métro de Lille, Oxygène, PP, Régiolis. Et on a encore du RER-NG. Donc nous, on va traiter des sous-ensembles et des véhicules complets. Donc nous ici, la peinture, on va les traiter du début à la fin. On va faire du traitement de surface, on va faire de la peinture primaire, donc anti-corrosion, et on va faire traiter tout ce qui est esthétique, justement, de ce qui sera vu par le client à la fin. Et du voyageur, surtout du voyageur. Voilà, donc la livrée finale, elle livrée finale, prêt à être montée totalement. Donc là, ici, c'est la cabine de corandonnage, où donc là, ils vont grenailler et traiter l'ensemble du véhicule. Intérieur, extérieur, la totale, totalement. Tu veux taper dehors, ça fait un peu de bruit. Ouais, ça fait un peu de bruit. Hein. Qu'on s'entende un peu mieux. Du coup, là, ils vont mettre combien de temps à faire un chaudron ? Deux équipes, on va dire que c'est à peu près 14 heures le temps de le corandonner complètement et le temps de le nettoyer. Oui, donc c'est quand même assez vite fait. C'est assez rapide, oui. Ça rentre. C'est assez rapide. Ouais, okay. Donc après, le véhicule, il est là, il passe dans le bâtiment à côté, ou sur l'équipe suivante, dans le cas comme ça, il le nettoie, ils refont les masquages et ils le préparent entièrement pour la peinture. D'accord. Donc là, on va se diriger maintenant pour la suite. Donc ça va être la première cabine où on va maintenant le traiter. Donc là, il y en a un qui a été peint. Mais là, le véhicule, il est traité entièrement en anti-corrosion. Donc là, on arrive à la première cabine de peinture. À savoir qu'entre le corandonnage et la mise en peinture totale d'un véhicule, on a 72 heures à respecter entre les deux. Donc en fait, on va dire qu'en 2 journées, le véhicule il est corandonné et peint, protégé totalement. Donc avec un peu de chance, c'est pas fini. On pourra peut-être voir. Ah, si, elle est finie. Bon, après, il y a un peu de... La chaleur va venir. On verra peut-être pas tout. Ah non, là, on verra peut-être pas tout. Non, on verra pas. Donc là, il y en a un qui a été entièrement peint. Ouais. Entièrement peint complet. Donc celui-là, il va passer à l'étape suivante déjà. En fait, il vient ici, donc là on va pas le voir, on le verra peut-être mieux à côté parce qu'on n'en a pas d'avance. Donc le véhicule il est peint donc en primaire, donc c'est un primaire vert qu'il y a sur les faces, donc anti-corrosion. Un primaire, donc après c'est une monocouche intérieure de finition. Et après une monocouche totale extérieure de finition aussi brillant direct. Et la chaleur, c'est parce qu'il sèche ? Là il est en train de sécher, ouais. Là c'est les tubes. Là, là les tubes, je pensais qu'elles seraient terminées, mais non. Donc là, du coup, on arrive déjà à l'étape suivante où on va avoir le chaudron déjà entièrement peint. Et là, on va faire l'étape d'enduisage. Okay. Enduisage, c'est pour rattraper donc, justement tout ce qui est défaut des faces. Les creux, enfin, tout ce qui reste pour avoir la face au maximum lisse pour la suite de la peinture. Alors, dommage, aujourd'hui, on n'en a pas en ponçage. Ouais. Mais au final, donc là, une fois que le véhicule est terminé, ici, il passe au poste d'après. Ouais. Où on le ponce entièrement au niveau des faces. Donc là, pour vraiment lui donner au maximum l'aspect lisse, rattraper tous les défauts de l'enduisage et le préparer pour la mise en cabine. Donc là, on a des faces MDL qui ont été peintes justement donc en fausse teinte ce matin. Donc là, ils vont faire tout ce qui est masquage pour le décor. Et cet après-midi, ils vont appliquer les bases, le vernis. Et demain, alors elles seront en ligne de finition pour tout ce qui est finition, retouche et finition. Chaque cabine est équipée de façon de nacelle, toutes. Elles sont toutes équipées de nacelle. Oui. Et donc, soit ils peuvent avancer, reculer, monter, et tout se passe comme ça.
Là, par exemple, ça consiste à quoi Là, la manipulation elle fait son traçage. Là. Donc là, elle trace pour avoir les repères, pour pouvoir poser la bande guide. Et après, pour pouvoir justement masquer le reste de la face, parce que la face est en 2 couleurs. Oui, donc le reste, le haut est de noir et le bas reste blanc. D'accord, ouais. Donc là, c'est justement pour appliquer les bases par la suite. Oui, oui, on dit juste ça, c'est pas un rail joli, ça c'est un tramway de... Non, ça c'est, voilà. Ça, c'est ouais, voilà. Ça c'est du métro de ligne. Et du coup, à chaque étape, là aussi, on a donc la qualité qui passe et qui doit effectuer des mesures pour être sûr qu'on a les bonnes épaisseurs de peinture au fur et à mesure. Et donc, du coup, là, on retourne de nouveau dans l'atelier comme on a fait avant. Et là, on retombe donc, justement en ligne de finition. Donc là, on en a un qui a été peint ce matin. Donc lui, il est encore entièrement masqué. Celui-là, il a été démasqué. Et justement, donc, il est en train de contrôler les phases. Donc ça, c'est un opérateur directement qui le fait. Il fait son autocontrôle, il fait les réparations. Et après, il va avancer, on va faire retouche intérieure, retouche extérieure, la totale. Et dès qu'il est devant, là, il est en pose de réception finale. Et après, go pour garnissage. Le garnissage, c'est une grosse étape puisque les chaudrons qui y entrent complètement nus en ressortiront transformés en voitures ou motrices totalement équipées. Donc là on est à l'entrée de la chaîne de garnissage. Donc notre fournisseur interne nous a livré ce qu'on appelle nous dans le jargon ferroviaire un chaudron. Donc c'est une caisse brute, peinte, où on va faire les premières opérations d'isolation. Donc on va commencer à isoler et à poser un peu tout ce qui est ferrure intérieure. Donc les ferrures, ça va servir à fixer des éléments un peu plus loin dans les phases en aval. Et on va commencer à travailler en termes de sous-châssis sur tout ce qui est fonctionnel, tuyauterie, de freinage et tout ce qui est mécanisme, on va dire, de nivellement du train. Donc derrière vous, il y a la première position où on va intégrer le câblage. Donc ici, on est sur une activité qui est quand même assez innovante industriellement parlant. C'est parce qu'on intègre un câblage qui est complètement fini, qui nous est fourni d'un fournisseur externe, qui a une petite capacité de production juste derrière le grillage là, et qui va produire ce câblage. Il va le produire, il va le tester. Et nous, avec cet outillage, on va intégrer le câblage en un morceau dans le véhicule. Ah oui, directement. Ouais. Donc ça c'est assez innovant parce qu'à l'époque on intégrait fil par fil dans le véhicule. Ouais. Là on intègre un câblage qui est fini et qui est testé. Donc on s'assure aussi de la conformité des pièces qu'on intègre le plus en amont possible dans notre process de fabrication pour être sûr que ce qu'on fabrique et ce qu'on intègre comme pièces dans nos trains sont conformes par rapport à une définition et par rapport à des critères qualité. Donc on a pas mal de câblage dans un train. Hein. Oui. On parle toujours, on a un chiffre, on parle toujours de 1,2 km de câble par mètre linéaire d'un train. Donc là on voit l'intégration du câblage sale, ce que ça donne une fois monté. Donc en fait dans le train on réalise plus que les descentes. Ce que nous on appelle les descentes, c'est les câbles qui sont levés là dans les différentes extrémités. On va faire le cheminement et par exemple ces câblages qu'on voit ici, c'est aussi ceux qui vont alimenter les sièges, qui font que la prise du courant sur le siège voyageur va fonctionner. Là on peut voir une cabine. Donc ça c'est rarement un état de train qui est perçu par les clients et les voyageurs. Là on est sur les premières activités, on va dire fonctionnelles du train, où on va poser tous les systèmes de tuyauterie, tous les systèmes électriques, tout ce qui n'est pas perçu, on va dire par le voyageur final, parce que c'est quelque chose qui va être recouvert par du garnissage. Ouais. Là on intègre les planchers. Ouais. Donc c'est avec ce robot là, donc encore une fois c'est pas un robot, c'est une aide à la manutention. C'est avec ce bras articulé qu'on intègre les planchers dans le véhicule. Donc les planchers qu'on intègre en plusieurs blocs. Qu'on vient imbriquer l'un dans l'autre et on voit ici l'intégration, le plancher on va dire fini quoi. Donc là il y a une cabine où on a fait l'ensemble, l'intégration de l'ensemble des câblages. Donc on a protégé les câbles avec ce qu'on voit un peu un plancher provisoire en bois. Les caractéristiques de ce plancher, c'est pour la sécurité de nos salariés et également pour la préservation du produit, les câbles qui se situent juste en dessous en attendant l'intégration du vrai plancher qui se ferait dans les positions un peu plus lointaines quoi. Activité en sous-châssis, donc là on est plutôt sur la partie tuyauterie fonctionnelle du train. Donc on va intégrer l'ensemble des nappes qui vont servir à alimenter les différents panneaux de frein qui vont faire en sorte que le train y freine. Les tractions, donc les éléments de câblage également qu'on intègre pour alimenter tout ce qui est moteur de traction. Donc les moteurs sur le train régionaliste, c'est des moteurs qui sont répartis dans les bogies du train. Donc c'est une motorisation répartie dans les différents bogies. Et donc on va mettre aussi en place ici et on va faire l'installation de tout ce qui est éléments de fixation
fonctionnel et mécanique avec le bogie qui est les roues du train en fait. Donc là on arrive à un moment stratégique on va dire de la fabrication d'un train parce qu'on vient maintenant commencer à garnir l'intérieur des trains. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent c'était un peu tout ce qui est fonctionnel. Là on vient monter des éléments de garnissage et ce sont des pièces qui vont être perçues et visibles par les voyageurs qui vont prendre le train demain. Et il y a aussi une spécificité là, c'est qu'on arrive sur un véhicule qui va partir à l'arrosage. Donc on a un process d'arrosage au milieu de notre ligne de garnissage pour s'assurer que l'ensemble des éléments qu'on a montés déjà soient étanches, les liaisons entre les éléments mécaniques de la toiture ou par exemple les baies soient étanches avec la caisse du train. Et on va s'assurer de ça donc juste à la prochaine étape de fabrication après celle-ci. Pourquoi à ce moment-là? Parce que vous verrez que là-haut, on n'a monté encore aucun garnissage et on peut beaucoup plus facilement identifier des micro-fuites d'eau, ce genre de choses. Donc on a un process d'arrosage au milieu de notre ligne de garnissage. Donc ici en cabine, on est au milieu du process de fabrication. Donc ici on peut voir les différents éléments, on va dire, de pilotage de tout ce qui est système de freinage, donc les panneaux de frein, la partie, on va dire, ce que nous on appelle ici sous pupitre, le montage de l'ABF frontale, et derrière vous, la forêt, on va dire, d'armoires et d'électronique. Au fait, c'est un peu le point où on va rassembler l'ensemble des éléments, on va dire, électriques du train, avec le cerveau du train. Donc il y a tous les câblages, on va dire, c'est la jonction entre les câblages qui viennent de la salle, les câblages qui viennent de la toiture, les câblages qui viennent du sous-châssis. Et au fait, c'est un peu la partie, on va dire, centrale de pilotage du train dans ces armoires-là qui sont derrière vous. Donc les armoires, on n'a pas eu l'occasion de le voir, mais on les intègre. Il y a un trou dans le chaudron. Et au fait, c'est aussi des armoires qui ne sont pas, on va dire, conçues dans le train. On achète les armoires finies et on les intègre en un élément avec l'aide à la manutention par le trou. Et on les intègre, on les positionne et on va après les tester. Et ce trou sera fermé avec un autre élément fonctionnel du train pour garantir l'étanchéité et la fermeture du chaudron en fait. Donc là, on est dans une opération de production où on est en train de finaliser tout ce qui est activité de garnissage. Donc on finit tout ce qui est garnissage salle avec l'intégration des plafonds latéraux, plafonds centraux et la pose des luminaires qu'on est en train de faire. Et sur les plateformes où on se situe là, donc on va garnir avec les capots verticaux, les capots horizontaux, tout ce qui est plateforme. Et après, on finalise tout ce qui est aspect garnissage. Et là, on commence à être dans un environnement de train qui est quelque chose qu'un voyageur va trouver quand il arrive dans un train en service commercial. Il y a des choses en revanche qu'un voyageur a peu de chances de voir, mais qui pourtant sont installées simultanément. Ce sont les équipements qui prennent place sur le toit du train. Le coffre MT, donc c'est le coffre de traction, donc c'est ce qui va envoyer la puissance au niveau des bougies. Donc les bougies, c'est pour faire avancer le véhicule. Donc là, nous avons les compresseurs, donc c'est pour toute la partie pneumatique, donc pour les freins, pour les portes et tout ça. Là-bas, nous avons le transformateur, donc le transformateur, donc c'est ce qui va réguler la puissance, donc pour alimenter tous les appareils du véhicule, quoi. Ici, on a les power packs. Donc, les power packs, c'est des moteurs de camion. Donc, c'est ce qui va alimenter le train. Si maintenant, nous n'avons pas les caténaires, donc c'est comme des gros groupes électrogènes qui génèrent le courant, quoi. D'où cette impression qu'on a effectivement quand on est dans un régulus qui quitte une zone électrifiée. On a vraiment l'impression qu'il y a un moteur qui se met en route. Voilà, exactement, oui. Mais on entend vraiment un moteur qui se met en route. On entend les gros moteurs, voilà. C'est un moteur, il n'y a pas de... Exactement, et puis là, on a 2 gros moteurs pour chaque motrice. Donc, c'est des moteurs qui sont là pour produire du courant, en fait. Hein, voilà, oui, finalement, c'est comme des groupes électrogènes, quoi. Donc, une fois que la rame n'est plus branchée sur les caténaires, donc les moteurs s'allument pour générer l'électricité, quoi. C'est ça, voilà. Mais une opération de garnissage ne serait rien si elle ne prévoyait pas l'installation de sièges pour les passagers. C'est une opération qui est réalisée dans l'unité de production suivante de cette partie de l'atelier. Donc ici, on arrive dans la dernière position du garnissage. Donc c'est le montage des sièges et de la bagagerie et tout ce qui est finition avant de faire en fait un mur qualité et de vérifier l'état en termes de maturité, en termes de niveau de qualité avant de quitter l'atelier de garnissage au fait. Donc là, on arrive vraiment dans un train qui effectivement représente ce qu'on peut voir en gare quand on prend un train. Après, ça dépend juste du client. Donc là, c'est un habillage pour... Ça, c'est ici pour le Sénégal. Le Sénégal, ouais.
Donc une petite spécificité pour ceux qui connaissent bien le Réjolis, il n'y a pas de porte-bagages au-dessus des sièges. C'est vrai. Ouais. Et vous savez pourquoi? C'est une demande du client. Pourquoi le client a demandé ça? Demande de client, ouais. Les véhicules désormais ainsi aménagés et équipés vont pouvoir être déplacés dans un dernier bâtiment où, petit détail, mais pas des moindres, ils seront montés sur bogies et assemblés sous forme de rames. Les trains ne seront pas pour autant aussitôt prêts pour le départ, ils passeront par une dernière ligne de finition et surtout auront à subir toute une batterie de tests qui se dérouleront en grande partie à l'extérieur sur la voie d'essai dynamique dont dispose le site. C'est ce que je vous proposerai de découvrir dans la deuxième partie de ce reportage. Et vous, aviez-vous déjà imaginé comment pouvait se passer la construction d'un train ? Êtes-vous un utilisateur plus ou moins régulier du Réjolis ? Dites-le moi en commentaire. En attendant la suite de cet épisode, je vous propose de voir quelques Réjolis en action dans ce reportage consacré à la petite histoire de l'électrification du réseau ferré français.